Bonsoir à toutes. Je crois que ce soir, nous sommes que des femmes. Merci d'être présentes ce soir. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va vous parler de réalignement entre vie privée, vie amoureuse et vie professionnelle. Et pour ce faire, on a la chance d'avoir Déborah, conseillère conjugale, qui va nous partager ses astuces, son expérience. En fait, l'idée, c'est aussi de vous partager des outils qui sont assez simples que vous pourrez actionner au quotidien. Donc, pas besoin de lire une dizaine de livres ou de passer un doctorat pour pouvoir mettre en action. Donc, voilà, des petites astuces assez simples. Je m'appelle Ophélie Cadoré, je suis consultante en marketing digital et formatrice pour le laboratoire doTERRA. J'aide les pros du bien-être à développer leurs projets professionnels pour qu'ils puissent réellement en vivre. Et donc, je suis ravie d'être là avec vous ce soir pour pouvoir justement partager quelques éléments de notre histoire et dans l'espoir que cela puisse vous servir, vous, ou en parler aussi à vos proches si vous voyez que ça pourrait peut-être parler à des personnes autour de vous. Donc, Déborah, je te laisse la parole pour que tu puisses compléter ce que j'ai déjà présenté et aussi nous présenter un peu le sommaire ce soir. Ok, alors je suis Déborah, donc maman de 3 enfants. Je vis en Israël, mariée et conseillère conjugale et familiale et conseillère bien-être ambassadrice pour le laboratoire doTERRA. Et donc ce soir, donc entrepreneur hein, également. Et donc ce soir, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de voir un petit peu. Euh, on a essayé de diviser notre propos en 6 parties. Donc essayer de voir un petit peu comment donc aligner nos différentes sphères de vie. Comment se reconnecter à soi et comment se reconnecter, évidemment, moi je vais beaucoup parler à travers le prisme du couple, comment se reconnecter à notre partenaire, comment faire un petit peu la part des choses, comment essayer de réduire les conflits, que ce soit dans notre vie privée ou professionnelle, comment faire de la place à nos émotions, comment fluidifier nos relations, j'ai envie de dire, en tout cas, essayer d'entretenir des relations apaisées avec les personnes importantes, plus ou moins importantes autour de nous. Puis on verra enfin un petit peu la notion de performance qui nous habite aussi pas mal quand on est dans une aventure entrepreneuriale. Top. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, comme premier outil qu'on voulait vous partager pour aider à l'alignement, que ce soit de soi, mais aussi avec toutes les dimensions de notre vie, parce qu'on peut vite, surtout en tant que femme, être partagée entre sa casquette de maman, sa casquette d'épouse, sa casquette de meilleure amie, sa casquette de il faut être performante au travail, etc., etc. Et pour vous partager mon expérience personnelle, quand je me suis lancée à mon compte, en fait, avec mon premier business en marketing digital, c'est-à-dire il y a 4 ans, je m'étais vraiment fixé des objectifs quantitatifs sur mon activité parce que je venais de me lancer, il fallait que je réussisse, il fallait que je puisse en vivre, etc., etc. Pareil pour ma vie personnelle, donc vraiment comment je me sentais, j'ai mis le sport de côté alors que normalement c'est un aspect qui est très important pour moi. Et donc, je me suis posé la question, mais en fait, comment faire pour ne plus avoir cette vision vraiment centrée sur le travail? Parce que c'est aussi la société qui nous pousse un peu vers cet axe-là. Et donc, j'ai découvert la roue de la vie. Donc là, je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui l'ont vu. Peut-être vous pouvez utiliser la petite main dans les React en bas ou le chat. Donc là, il y a quelqu'un qui a réagi. Donc en fait, l'idée, c'est juste d'avoir une vision d'ensemble sur toutes les dimensions qui composent notre vie. Cette roue n'est pas fixe, vous pouvez changer les axes si certains aspects ne vous parlent pas. Par exemple, la spiritualité, vous pouvez très bien mettre la religion si c'est quelque chose qui vous parle plus que juste la spiritualité. Et en fait, c'est de faire le bilan à la fin de chaque année en se disant, OK, où j'en suis par rapport à mon développement personnel cette année? Est-ce que vraiment j'ai pu aller de l'avant, me sentir bien, me sentir heureuse? Et justement fixer une note, pardon, entre 1 et 10. Et faire un peu la même chose avec tous les éléments de sa vie. Pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai fêté mes 30 ans, donc forcément, j'ai organisé une très grosse fête. On a aussi fêté nos 30 ans avec plein d'autres amis, on s'est bien amusé, voilà, c'était génial. Et donc forcément, là, j'étais à la fin de l'année sur une note de 10 sur 10 où j'avais vraiment mis mes amis, mes proches au cœur de ma vie, mais forcément, ça avait impacté en fait mon activité financière parce que j'avais de un plus dépensé et de deux moins travaillé. Donc du coup, l'année d'après, je me suis dit, OK, il faut que je réévalue un peu.
Et comme malheureusement, on peut difficilement être à 10 sur 10 sur toutes les dimensions de sa vie tout le temps, bah, parfois, en fait, il va falloir un peu faire des compromis et de se dire, bah, OK, je réduis un peu la dimension famille-amis peut-être à 8 et j'essaye un peu d'augmenter cette dimension-là. Et donc, par exemple, je m'étais un peu fixé, bah, OK, bah, en fait, le lundi, mardi, mercredi, je ne sors pas avec des amis. Comme ça, bah, je suis aussi moins fatiguée. Et puis, j'ai aussi plus de temps pour moi, pour mon développement personnel et autres. Donc, après, moi, ce que j'aime bien faire pour m'aider en fait à rester alignée avec cette roue de la vie, avec ce que j'ai envie de me fixer pour une année donnée, c'est de l'associer en fait à une odeur pour un ancrage olfactif. Donc, par exemple, je vais choisir une huile essentielle où je vais me rappeler un peu tous les jours de cet objectif que je me suis fixé pour l'année. Donc, Débo, je ne sais pas si tu veux peut-être aussi rajouter ton expérience Bah, personnelle. je crois que tu as un peu tout dit, mais effectivement, je pense qu'en tant que femme, on a toutes, hein, qu'on soit dans une aventure entrepreneuriale ou pas, on a toutes euh, envie d'être au max tout le temps, surtout d'être une bonne épouse, d'être une super maman, d'être performante dans notre vie professionnelle, d'être une super meilleure amie, un peu comme tu l'as dit. Et en fait, je crois que c'est important aussi d'accepter qu'on ne peut pas être au max tout le temps et simplement pour être aligné avec soi-même, avec ce qu'on veut, simplement essayer de choisir en fait ce qui est important pour nous. Ça fluctue en fonction des moments, c'est pour ça que c'est hyper important, comme tu le dis. Moi, j'ai adoré quand tu m'as fait découvrir d'ailleurs cette roue de la vie en janvier 2024, d'y revenir au moins chaque année pour essayer de réévaluer un petit peu tout ça. Et puis évidemment, en tant que conseillère conjugale, j'ai quand même envie de préciser que si on est en couple, et qu'on a une relation épanouissante avec son mari ou son conjoint, il y a de fortes chances pour que dans tous les autres domaines de la vie, ça soit beaucoup plus facile. Même si on a des finances un peu compliquées ou même si on a des épreuves dans la vie, si on est bien équilibré à deux, on est beaucoup plus fort pour affronter tout ça, pour affronter tous les aléos, les vicissitudes de la vie, comme je les appelle, en tout cas pour affronter les difficultés. Donc, clairement, je pense qu'il ne faut jamais oublier de s'investir dans le domaine couple. Voilà. Exact, oui. Et c'est vrai que parfois, vous pouvez vous dire que vous êtes à 10 sur 10 en argent et finances, mais peut-être qu'en fait, être trop focus sur cet aspect-là va impacter votre vie de couple aussi. Donc voilà, on peut toujours se prendre du recul par rapport à tout Ouais, ça. danser entre toutes ces sphères, en fait. Apprendre à danser pour que ce soit fluide. Ce qui nous amène au deuxième outil qu'on aimerait vous partager. Et là, Déborah va approfondir justement 3 points. Ben, ça fait un peu lien avec ce que je disais avant. Bon, la reconnexion à soi, c'est hyper important. Prendre du temps pour soi, s'interroger, se connaître bien, etc. Mais je pense que bon, je suis un peu obsédée, hein, je crois. Je ne vais pas mentir, mais je pense que pour réussir à se reconnecter ou à se connecter avec son partenaire, il y a un truc qui est hyper important, vraiment hyper important, et que parfois on oublie un petit peu, c'est le degré de connaissance qu'on a du monde intérieur de l'autre. Et parfois, on est tellement pris par nos impératifs, notre vie professionnelle, le rythme de la vie, le tourbillon de la vie, qu'on ne prend pas le temps en fait de se reconnecter au monde, à son monde intérieur à soi et au monde intérieur de l'autre. Et donc quand on est par exemple dans une aventure entrepreneuriale, je trouve ça hyper important de partager sa passion, que l'autre sache ce pourquoi on vibre, ce qu'on poursuit, ce qui nous anime, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui vraiment nous fait, voilà, nous remplit de l'intérieur. Si l'autre ne il peut ne pas partager la même passion que nous, mais si l'autre n'a pas vraiment connaissance en profondeur de notre passion et qui occupe une grande place dans notre vie, je trouve que c'est forcément plus compliqué d'avoir des relations profondes et fortes. Et d'un autre côté, je trouve que c'est aussi hyper important de savoir couper vraiment. C'est-à-dire que quand on est sur la plage horaire où on bosse, où on se consacre à notre projet, on est là-dessus. Et quand on se retrouve avec l'autre, savoir couper et toutes les prises de tête qu'on a eues dans la journée, tous les trucs qui ont moins bien marché que ce qu'on aurait voulu, etc. Essayer de vraiment faire la part des choses, mettre un mur entre ces deux sphères-là. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est un équilibre à trouver, mettre un mur entre ces deux trucs-là pour vraiment se consacrer pleinement
à l'autre ou à l'autre ou à sa vie sociale ou en tout cas à l'autre partie de sa vie pour pouvoir en profiter pleinement. Parce que si on n'est jamais pleinement dans un truc, en fait, on n'est pas dans le moment présent, on est dans ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer le lendemain, et on n'arrive pas à se connecter au moment présent. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et puis, toujours sur la thématique du couple, il y a un autre truc qui est important et qui nous échappe un petit peu parfois, c'est toujours de ne jamais oublier de rêver ensemble, en fait. On est submergé par nos obligations, par nos responsabilités au quotidien. Et parfois, on oublie d'avoir une vision commune. Et ça, je trouve que c'est hyper important pour garder une connexion. D'autant plus que moi, j'en suis pas là, par exemple, mais on est hyper pris par les enfants, par le quotidien, par le fait de gagner sa vie aussi, etc. Et aussi beaucoup par les enfants. Mais un jour, les enfants, ils s'en vont. Et si on n'a pas de projet commun avec l'autre, le jour où ils s'en vont, ben, en fait, on se retrouve à se regarder dans le blanc des yeux. Et là, enfin, c'est un gros défi de couple aussi, d'après ce que je vois pas mal aussi au cabinet. Et là, on se retrouve face à face et en fait, on se rend compte qu'on n'a plus rien à partager. Donc tout ça, c'est hyper important, ça s'entretient, cette connexion à l'autre, elle se fait pas toute seule, elle s'entretient. Ouais, hyper important. Donc, Mm. du coup, là, tu as partagé un peu ce qui peut se passer après des années. Du coup, je vais aussi vous partager un exemple de ce qui peut se passer aussi actuellement. C'est vrai que dans les pros du bien-être que j'accompagne, j'observe qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas soutenues par leur mari dans le cadre de leur activité professionnelle. Et en fait, ça part aussi parfois d'un manque de communication, où en fait la femme s'est parfois peut-être lancée dans un projet entrepreneurial ou un projet professionnel, et l'homme en face n'a pas compris en quoi ça consistait ou l'importance que ça avait pour une femme en fait. Et peut-être parce que la femme ne lui a pas présenté son vision board en fait, en quelque sorte, ou ne lui a pas présenté son projet professionnel en fait sur le long terme et comment aussi l'homme avait sa place dans ce projet professionnel. Donc c'est pour ça que moi, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est quand même utiliser en fait la roue de la vie, l'intégrer dans son vision board. Donc le vision board, c'est quoi? C'est un cadre de visualisation que vous pouvez dessiner, peindre, faire du collage, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et l'idée, c'est de représenter en fait comment vous voyez votre vie idéale pour l'année. Donc là, par exemple, si je reprends la petite roue de la vie que vous allez coller dans ce cadre, c'est de dire en fait à quoi ressemble ma vie de couple idéale. Est-ce que pour vous, c'est justement plus de moments ensemble, plus de voyages? Est-ce que famille et amis, ça veut dire peut-être agrandir la famille avec peut-être d'autres enfants? Est-ce que un travail, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est un nouveau poste? Est-ce que c'est peut-être un temps partiel ou autre? Et après de présenter en fait le résultat final et d'en discuter avec son partenaire pour qu'il soit en fait conscient de tout ce que vous essayez de mettre en place. Et comme en fait la vie est faite de compromis, c'est-à-dire que peut-être que si vous lancez une activité professionnelle, peut-être qu'à ce moment-là, en fait, au début, généralement, on n'est pas au top financièrement, ou ça nous prend en fait beaucoup de temps. Donc, du coup, d'expliquer que voilà, ça va peut-être nous prendre beaucoup de temps. Donc, voilà, on aura peut-être un petit peu moins de temps pour sa vie de couple, mais on va vraiment essayer de garder, je sais pas, par exemple, tous les week-ends pour sa vie de famille. Et comme ça, en fait, aussi, le conjoint va pouvoir mieux se projeter, comprendre et après être plus soutenant, en fait, sur la longue durée. Carrément. Donc, voilà. Un autre outil aussi qui peut être extrêmement utile pour sa vie amoureuse, mais aussi pour sa vie personnelle avec des amis ou sa vie professionnelle avec notamment des managers ou des collègues qui peuvent être parfois un peu compliqués. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est la communication non violente. Donc, vous pouvez aussi utiliser la petite main levée sous l'onglet Réagir avec le petit cœur en bas de l'écran ou juste écrire dans le chat. En fait, la CNV, la communication non violente, c'est le fait en fait d'adapter son style de communication avec l'autre dans le cadre de la gestion de conflits pour éviter de tomber dans une communication agressive avec justement le tu qui tue, donc c'est-à-dire accuser l'autre en disant tu ne fais pas ça, tu réagis comme ça, tu n'es pas assez, tu en fais trop, etc., etc. Et donc, en fait, il y a une technique qui est assez simple en fait à utiliser
pour essayer d'adapter sa communication et éviter en fait d'envenimer le conflit, c'est de d'abord commencer en fait une conversation par une observation de manière très factuelle et essayer d'être le plus détaché de ses ressentis et de ses émotions, en tout cas à ce moment-là, en disant par exemple, j'ai observé que les réunions commençaient toujours en retard. Donc éviter de dire, j'ai observé que tu étais toujours en retard, parce que sinon là, on est dans le tu accusatif et agressif. Donc déjà, la personne se sent agressée et donc elle peut se renfermer et en fait tout de suite peut-être mal réagir et se fermer à ce que vous voulez dire par la suite. Donc, essayez d'être toujours. En plus, en français, on a la chance d'avoir le on impersonnel, chose qui n'existe pas dans les autres langues parfois. Donc, on peut facilement utiliser j'ai observé qu'on mangeait trop tard, qu'on ne faisait pas assez d'activités tous ensemble en famille, etc., etc. Après avoir définit les observations, les faits, on va exprimer en fait notre sentiment face à cette observation. Donc de nouveau, en fait, vu que c'est un ressenti, l'autre personne ne peut pas remettre en question ce qu'on ressent. Par contre, vous n'avez pas à définir ce que l'autre ressent selon votre interprétation. Donc l'idée, c'est de dire, je me sens frustrée en fait de perdre mon temps, je me sens triste de voir cela, je me sens peut-être exténuée, fatiguée de répéter tout le temps la même chose, etc. Après, il va être important d'exprimer son besoin par rapport à cette situation, parce que l'idée, c'est quand même de résoudre le conflit. Donc là, on va dire, bah, en fait, j'ai besoin peut-être de plus de flexibilité, de plus de soutien, et d'expliquer en fait qu'est-ce que ça signifie derrière. Parce que quand on dit j'ai besoin de plus de flexibilité, ok, mais en fait, ça veut dire quoi? Peut-être que tu m'aides avec les repas du soir, par exemple, ou avec les cours des enfants pour les amener en voiture ou autre. Et donc là, on termine avec la demande justement, pourrais-tu m'aider à, ou pourrais-tu en fait essayer de faire cela, etc., de manière régulière et autres. Donc, donc là, je sais qu'il y a Debo qui a aussi sa propre méthode, que je trouve aussi très intéressante, et Ouais. elle est beaucoup plus poétique. Oui, je pense qu'inconsciemment, et elle a dû me m'être inspirée par ça, que j'ai dû étudier, mais ça fait déjà un bout de temps. Et c'est en réfléchissant sur mes posts, parce que je me suis lancée sur Instagram en novembre. Et en fait, c'est très intéressant ça. Et c'est vrai que c'est théoriquement, ça a pas l'air si compliqué, mais dans la réalité, c'est pas si facile que ça à appliquer. Et donc, en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit quand même, on peut être quand même vachement fier quand on arrive à faire ça. Bon, c'est comme tout, hein, ça se muscle, c'est un exercice, il suffit de le faire plusieurs fois pour que ça fonctionne, mais il faut quand même s'y coller. Et je me suis dit, quand même, on peut être vachement fier. Et donc, je me suis dit, je vais inventer la méthode fierté, mais c'est un peu le même principe. Donc, c'est la méthode fierté. Donc, F comme fait, I comme interprétation, E comme émotion, R comme réaction, T comme transformation et E comme expérience nouvelle. Euh, Par exemple, j'ai envoyé un message à mon chéri il y a au moins 2 3 heures, hyper important, et il m'a toujours pas répondu. Donc ça, c'est le fait. Interprétation, il se fout de ma gueule en fait. Ouais, il se fout juste de ma gueule. Émotion, bah, je me sens pas importante, je me sens pas aimée, je me sens passée au second plan. Voilà, je le vis mal. Tout un tas d'émotions pas très agréables me traversent. Réaction, bah, je vais lui envoyer un autre message pour dire c'est même pas la peine de me répondre en fait. J'ai vu qu'il y avait 2 barres vertes depuis un bon moment et tu me réponds pas. Donc si c'est pas important pour toi, alors laisse tomber tout simplement. Transformation. Ok. Stop. 2 secondes. On va peut-être lui accorder le bénéfice du doute. Il y a mille et une raisons qui font qu'il n'a pas pu me répondre. Il est peut-être en pleine réunion, il est au travail, on est en pleine journée. Peut-être qu'il a lu mon message, il l'a vu et il a trouvé ça hyper important et qu'il s'est dit il faut absolument qu'on en parle de vive voix plutôt que je lui balance une réponse à l'écrit qui pourrait être interprétée de travers ou que sais-je. Il y a mille et une raisons qui font qu'il a peut-être pas pu me répondre tout de suite. Donc là, je transforme complètement mon état d'esprit en fait. Si ça me paraît difficile, je sniffe une huile essentielle, je redescends, je me calme et on passe à eux l'expérience nouvelle. Et là, quand on va se recontacter, quand on va se retrouver d'une façon ou d'une autre, au lieu d'être hyper déconnecté, hyper éloigné, on va justement se reconnecter et là, on va essayer de se comprendre. Et du coup, comme je serai redescendu, la dynamique et l'énergie entre nous sera complètement nouvelle. Et là, si on arrive à faire tout ça, alors là, on peut vraiment être fier. J'adore.
Et donc, du coup, un autre outil aussi qu'on voulait vous partager par rapport au rééquilibrage émotionnel. Donc, on va éviter de parler de gestion des émotions parce qu'on peut difficilement gérer ses émotions, mais par contre, on peut apprendre à mieux les accueillir. Et donc, à ce sujet, Débo, je te laisse nous partager ton expérience. Ouais, alors avant de parler de ce training émotionnel qui est juste renversant, c'est vraiment une expérience à vivre parce qu'il y a vraiment un avant, un après, mais c'est dans la vie, dans la vie en général, les émotions, bon, c'est un gros sujet. Et on a tous un peu tendance, tout à fait naturellement d'ailleurs, à enfouir ou fuir les émotions qui nous semblent désagréables. Je pense que la première chose à faire, et c'est vrai que ce training y aide énormément, c'est d'apprendre à accueillir l'émotion quand elle vient, sachant qu'on estime que l'émotion, elle dure quelques minutes. Donc en vérité, si on apprend à la traverser, c'est même si c'est désagréable, ça va pas être désagréable très longtemps. Après, c'est ce qu'on va en faire derrière qui va devenir un sentiment et qui là va durer un peu plus longtemps. Mais si on apprend à l'accueillir, euh, c'est hyper intéressant parce qu'on va même pouvoir aller chercher le pourquoi du comment en l'analysant un petit peu, en la laissant venir, en l'analysant un petit peu, et finalement aller chercher dans ce qui est inconfortable des réponses et voilà, des éléments qui vont nous permettre à nous-mêmes de beaucoup mieux nous comprendre. Euh, si je fais le lien aussi avec l'aventure entrepreneuriale, ou le couple d'ailleurs, c'est le cas aussi, c'est évident qu'on a envie d'évoluer dans le bon sens, mais dans la vie, c'est pas linéaire. On avance comme dans le couple, rechute, on avance, rechute, on avance, rechute, mais on voit qu'on est quand même en train de monter. Donc en fait, il faut accepter ce processus et accepter les aléas de la vie. Quand on s'est foiré hier, ça ne veut pas dire qu'on va se foirer demain. C'est un échec, c'est sûr, c'est pas très agréable à vivre, mais si on arrive à le prendre dans le bon sens, à le décortiquer comme il faut, c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à gravir les échelons. Et c'est valable dans toutes les sphères de notre vie, ça. Donc c'est vraiment important de se dire, OK, aujourd'hui, c'est un jour qui n'est pas hier, qui n'est pas demain, c'est un jour historique, il n'arrivera qu'une seule fois. Donc en fait, c'est à moi d'en faire ce que j'ai envie d'en faire. En faisant abstraction ou en tout cas en tirant les leçons de ce qui s'est passé avant et en ayant une vision positive pour la suite. La suite. Et c'est d'ailleurs là que c'est hyper intéressant aussi le training émotionnel, on va y venir tout de suite après. Et il y a un autre point que je voulais vraiment, sur lequel je voulais vraiment insister. Je trouve que globalement, c'est pas évident en fait. C'est pas évident la vie, c'est pas évident la vie professionnelle, c'est pas évident le couple, c'est un gros défi. Et pour que ça fonctionne et que ça fonctionne sur le long terme, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est de kiffer en fait. Il faut euh, se rappeler comment, pourquoi, ou se donner les moyens de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Sinon, évidemment, enfin, on a envie de tout balancer assez rapidement. Et ça aussi, c'est valable dans la vie professionnelle comme dans la vie de couple. Voilà, essayer de vraiment faire de la place, autant faire de la place à nos émotions qui sont pas agréables, mais aussi faire une place importante aux émotions agréables. Célébrer les victoires, se complaire dans la joie, enfin voilà, vraiment, vraiment extrapoler le bon. Voilà. Trop bien. Est-ce que Donc, tu as envie de parler un petit peu du training émotionnel ouais, bah, du coup, en fait, déjà pour revenir sur le premier élément qu'on a aussi expliqué au début de cette présentation, c'est impossible d'être toujours au top de sa vie, physiquement, émotionnellement, dans sa vie de couple, dans sa vie professionnelle, etc., etc. Donc on doit juste accepter que voilà, on ressent des émotions, on doit les accueillir, qu'elles soient justement plutôt négatives ou plutôt positives, donc plutôt basses ou plutôt hautes. On va éviter de parler d'émotions négatives aussi, parce que voilà, l'idée, c'est qu'elles ont tout un rôle à jouer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, et là où on a justement un pouvoir d'action, c'est qu'on peut s'accorder des moments pour essayer de rééquilibrer toutes ces émotions. Et ça dépend que de nous. Justement, comme je disais dans la roue de la vie avant, en termes de développement personnel, de s'accorder des moments pour soi. Ça peut être une fois dans la semaine, ça peut être une fois tous les jours 5 minutes, ça peut être même une fois dans l'année, mais vous pouvez vous donner le droit de vous accorder ce moment pour vous. Et c'est justement un peu notre philosophie avec ce protocole aroma, c'est de dire en fait que vous pouvez vous donner 5 minutes par jour au total où vous allez ressentir une huile essentielle toutes les 15 minutes. Donc au total, certes, c'est toutes les 15 minutes, mais au total, c'est une action qui prend 5 minutes.
Et vous pouvez faire cela pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? C'est un peu le temps nécessaire pour enfin, mettre en place une nouvelle habitude dans sa vie, mais aussi pour lancer ce renouveau cellulaire dans sa vie. Et donc, l'idée, c'est qu'on va d'abord travailler avec trois synergies sur les émotions dites basses, c'est-à-dire la colère, la tristesse et aussi La le peur. fait, la peur, voilà, la peur. Et donc, on va essayer de travailler sur ces émotions-là pour essayer de les accueillir et dire, OK, c'est OK, je les ressens. Et après, par la suite, de travailler sur les trois autres synergies qui représentent aussi plutôt les émotions dites positives, avec la joie, l'amour, la passion, la motivation. Donc, tout ce qui va plutôt nous élever. Et donc, l'idée, c'est un peu de nous tirer vers le haut avec ce protocole aroma. Ce protocole aroma va déclencher parfois des souvenirs qui ont été un peu enfouis dans le passé, qu'on a préféré en fait mettre dans une boîte noire parce que soit on n'avait pas le temps, soit on n'avait pas l'énergie de les traiter. Et avec ce protocole aroma, ça va ressortir. Pareil, il y a parfois des traumas aussi du passé qui vont peut-être aussi se révéler, se réveiller. Et pourquoi aussi c'est important en fait de parfois ouvrir cette boîte de Pandore aussi, aussi douloureux soit-il, c'est parce que en fait, c'est un peu comme dans une maison. On peut y vivre aussi longtemps qu'on veut sans la nettoyer et on peut vivre dans le sale, mais à un moment donné, ça fait du bien aussi de tout nettoyer chez soi. On se sent beaucoup plus apaisé, on se sent plus léger, on peut accueillir en fait ce renouveau. Et d'ailleurs, ça me fait penser que justement avec Pessard, vous faites chaque année ce tri et ce nettoyage. Donc, et on sait à quel point ça fait du bien, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et donc là, c'est aussi un peu l'idée de faire ce nettoyage émotionnel de temps en temps, où certains le font voilà, tous les trimestres, d'autres le font une fois par an. Plus on le fait, plus on va travailler en profondeur. Et pourquoi on va pouvoir travailler en fait sur ces traumas ou ces difficultés ou ces mauvais souvenirs? C'est parce qu'en fait, l'olfaction a une mémoire qui est très très grande en fait. C'est le sens qui a la plus grande mémoire. Quand je travaillais en fait dans un laboratoire qui produisait des arômes et des parfums synthétiques et naturels, on disait que la mémoire olfactive pouvait durer en fait 10 ans. Et certaines études disent même jusqu'à 30 ans. C'est pour ça que parfois une odeur peut raviver un souvenir d'enfance. Donc, d'ailleurs, on l'appelle souvent la Madeleine de Proust, ou à l'inverse aussi réveiller les démons du passé au travers d'une odeur qu'on a associée en fait à quelque chose d'assez négatif. Donc, pour vous donner un exemple aussi qui est assez simple à tester, c'est par exemple, vous sentez chaque huile et parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'il y en a une qui va vraiment vous déplaire. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, celle qui nous déplaît le plus, c'est ce sur quoi on doit travailler le plus dans notre vie, à ce moment-là de notre vie. Et moi, par exemple, c'était Peace, vraiment que je détestais. Pour moi, en fait, j'aurais pu écrire Peace, P-I-2-S-E. Enfin, vraiment, ça avait vraiment l'odeur du pipi. Enfin, vraiment, je Alors qu'elles sont supportais pas. super bons, hein, je précise. Et pour moi, je ne comprenais pas. Ma sœur adore Peace, elle l'a utilisé comme marque olfactive pour son cabinet qu'elle a ouvert. Et moi, j'étais, mais comment tu peux diffuser cette odeur? C'est absolument horrible et tout. Et en fait, il faut savoir que Peace, comme vous le savez, ça veut dire paix, paix intérieure, hein, harmonie, lâcher prise. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle, très dans la perfection. D'ailleurs, il vous suffit de regarder mon compte Instagram pour le voir. Et en fait, c'est là où j'ai compris que, bah ouais, en fait, il fallait que je travaille là-dessus. Et donc, ce protocole va permettre un peu de rééquilibrer, de peut-être mettre un peu plus de lâcher prise, un peu plus de passion et d'aventure, on va dire, dans ma vie. Et après, forcément, on peut travailler bien plus loin en ajoutant des mantras, en travaillant sur les chakras, etc., etc. Mais c'est aussi un super outil de communication. Carrément. Et puis, moi, je l'ai vraiment fait, ce training émotionnel auquel, j'avoue, comme les huiles essentielles de base, je ne croyais pas énormément avant de le vivre et de l'expérimenter. Bon, c'était vraiment hyper profond comme expérience. Mais maintenant, je les utilise séparément, en fait. Motivate, c'est vraiment l'huile, d'ailleurs, elle est toujours là, l'huile avec laquelle je travaille. C'est un peu l'huile du dépassement de soi, de la motivation, de sortir de sa zone de confort, de se pousser, en fait. J'utilise pas mal Forgive quand j'ai des petits accès de colère. J'utilise Cheer quand, à la fin de ma journée de travail qui s'arrête à 15 heures pour aller chercher mes enfants,
j'aime tellement ce que je fais que je suis là, purée, merde, faut déjà que j'aille chercher mes enfants. Et pour me remettre en fait dans une dynamique joyeuse, pour me recentrer sur l'essentiel, c'est pour ça que je fais ce job-là. C'est aussi pour être disponible pour eux, donc pour me remettre dans passion, elle est aphrodisiaque. Donc, enfin bon, bref, en tout cas, après, elles ont aussi un super intérêt séparément. Ouais, trop bien. Mm, mm. Donc voilà, et du coup, c'est pour ça qu'avant, je donnais l'exemple justement dans la roue de la vie. Vous pouvez justement faire le choix de choisir une synergie, par exemple, pour un ancrage olfactif qui va vous permettre justement de travailler une émotion plus qu'une autre en fonction de ce que vous ressentez qui est essentiel pour vous. Et du coup, c'est vrai qu'on fait, quand on accompagne les personnes justement dans ce protocole aroma, on le fait via WhatsApp parce que c'est aussi plus simple de vite fait envoyer un message après avoir senti une huile, etc. On a eu des retours assez bouleversants et en plus dans des domaines de vie très différents. On a eu des retours sur la vie familiale, la vie professionnelle, la vie personnelle, avec même une personne qui a des problèmes d'odorat en fait, qui n'a plus d'odorat. Et elle a dit que même sans odorat, en fait, elle avait ressenti des choses. Pourquoi? Parce que, en fait, au-delà de l'aspect olfactif, il y a aussi le taux vibratoire des huiles. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent un peu à l'énergétique, il faut savoir que une huile vibre et en fait, cette vibration va venir nous impacter sur justement peut-être parfois des trous qu'on peut avoir autour de nous dans notre enveloppe spirituelle ou corporelle. Et donc, ça peut en fait résonner en nous. C'est un peu le même effet que la musique. En fait, la musique, quand on va voir un concert, on ressent ces vibrations. C'est pour ça que bah, c'est toujours plus fort d'aller voir un concert que de juste écouter la musique dans nos oreilles. On va vraiment ressentir des émotions et c'est un peu la même chose avec les huiles. Un autre outil qu'on voulait vous partager, alors celui-là, j'avoue que c'est plus moi qui l'ai partagé parce que Déborah pourra expliquer son expérience par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu voilà, des conflits aussi dans le monde professionnel avec des managers qui étaient un peu toxiques. Et donc, du coup, j'ai voulu un peu me détacher de ça. Il faut savoir qu'en fait, on est tous maîtres, en quelque sorte, de notre destinée, dans une certaine mesure où on peut faire des choix aussi pour aller mieux. Et l'un des choix pour aller mieux, c'est de se défaire de ces personnes toxiques. Parfois, on a l'impression que ces personnes, en fait, ont une emprise sur nous, nous rattachent, nous empêchent de vivre notre liberté. Parfois, ça peut aussi être des membres de la famille qui ont peut-être trop d'autorité sur nous, trop d'emprise. Ça peut aussi être parfois des amis qui sont peut-être trop dans la possessivité, ou ça peut être aussi peut-être notre partenaire qui est trop dans la protection. Et en fait, l'idée, c'est de couper cette relation qui est peut-être parfois un peu devenue malsaine ou peut-être trop forte pour nous, avec trop d'emprise, mais sans couper les liens d'amour. Donc, c'est vraiment important de différencier les deux. Et en fait, cette technique des bons hommes allumettes a été développée par Jacques Martel, qui a aussi écrit le livre, en fait, le dictionnaire des grandes maladies. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment en fait à le regarder parce qu'en fait, il a pour théorie de dire que le corps s'exprime, enfin, le corps exprime ce que le mental parfois enfoui, ne dit pas. Donc, c'est vrai qu'en français, on a cette expression le mal a dit. Donc, en fait, sémantiquement, la maladie, c'est aussi le corps qui s'exprime. Et donc, par exemple, ils expliquent que si vous avez de l'eczéma, ça veut dire certaines choses sur vous. Et c'est vrai que moi, quand il y a des personnes qui me disent, ah ben voilà, j'ai tel symptôme, j'ai telle maladie, j'ai telle pathologie, je leur demande, est-ce que tu veux connaître la cause émotionnelle de cette maladie? Et franchement, parmi les personnes qui acceptent d'écouter, euh, bah, c'est 100%, il y a au moins un élément de la définition qui leur parle. Ouais, Euh, c'est choquant. Et c'est vrai que les sujets comme la migraine, comme l'eczéma, c'est souvent des sujets où vraiment il y a il y a une partie émotionnelle, clairement. Et c'est pas toujours facile de travailler dessus parce que parfois, ok, on le sait, mais ok, comment on travaille en fait dessus. Donc bref, du coup, ce monsieur qui a écrit ce livre a aussi lancé les bons hommes allumettes et l'idée, c'est de se dessiner soi, donc ici, de représenter ces sept chakras, de se dessiner dans une bulle de bienveillance. On s'accorde de l'amour, on s'accorde du temps, on s'accorde justement ce moment pour soi. On représente l'autre personne avec qui on veut un petit peu justement couper cette relation qui est un peu trop néfaste. On représente aussi les sept chakras et on représente ce qui nous rattache l'un l'autre en fait.
Et on le met aussi dans une bulle de bienveillance parce qu'on veut le meilleur pour lui. Et après, on représente aussi le meilleur pour nous ensemble, mais sans ces liens d'attachement. Et après, il suffit de couper la feuille en deux. Et après, on peut vite se sentir libéré. Donc moi, j'y croyais pas du tout, hein. Quand ma belle-mère m'en a parlé, je me suis dit, mon Dieu, j'ai pas 5 ans, je veux pas dessiner des bonhommes avec des soleils. Et j'ai quand même testé et j'ai vraiment vu l'avant-après. Donc, si vous voyez qu'il y a vraiment une personne qui a trop d'emprise pour vous, sur vous, je vous invite à tester parce que c'est gratuit. Et, euh, et du coup, efficace. bah, ça peut avoir un impact. Du coup, il y a Shirley qui dit que justement, elle a des migraines. Alors moi, je n'ai pas de migraine, donc j'avoue que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça, mais j'ai beaucoup accompagné mon copain qui a beaucoup de migraines et des migraines qui étaient assez graves. Une fois, il a fini à l'hôpital, les médecins pensaient qu'il avait un AVC. Donc c'est pour dire à quel point il avait vraiment les mêmes symptômes en fait qu'un AVC. Parfois, les migraines peuvent être hyper graves. Puis je lui ai demandé s'il était d'accord de travailler sur les trois causes émotionnelles de la migraine, dont une dans laquelle il ne se retrouvait pas du tout, mais dont les deux autres lui parlaient. Et puis on a beaucoup travaillé dessus. Et Tu veux les depuis, évoquer? ah bon, après, je ne sais pas si je préfère Oh, en non, parler en quelques mots. privé. Ok, Je préfère en parler ok, en privé parce que voilà, ça peut le ok, mettre mal à l'aise. ok. Euh, mais, euh, mais depuis, il n'a plus jamais fait de migraine avec des niveaux d'intensité comme il avait. Avant, ça pouvait monter à des douleurs sur 8 sur 10 9 sur 10 et puis depuis, il est peut-être à 3 4 max. C'est faux. Et le délai entre chaque migraine, c'est juste fou. Avant, il en avait une à deux par mois, et maintenant, ça fait plusieurs mois qu'il n'en a pas fait. Et il a arrêté les traitements médicamenteux qu'il avait. Donc, lui devait s'injecter en fait une seringue dans la cuisse à chaque fois qu'il en faisait. Donc, c'était assez violent quand même comme traitement. Donc, après, je dis pas que ça fait tout hein, de travailler sur la cause émotionnelle, mais ça aide. Moi, par exemple, j'ai eu des graves problèmes d'anémie. Ça, ça m'a, ça m'a vraiment couru après pendant plus de 10 ans, où je devais faire des injections de fer 2 fois par an, de 5 capsules. Ça me coûtait en moyenne 3 000 francs. Donc, j'habite en Suisse, ça me coûtait en moyenne 3 000 francs, donc 3 000 € par an. Heureusement, on partit remboursé par l'assurance parce que j'avais choisi la franchise la plus basse. Mais pour dire en fait à quel point je devais faire minimum 10 rendez-vous par an, rien que pour traiter cet aspect-là de ma santé. Et en fait, c'était beaucoup trop contraignant avec mon travail parce que je devais tout le temps m'absenter. Forcément, les médecins, ils ouvrent à 9 heures, ils ferment à 11h30, ils réouvrent à 14 heures. Et quand j'ai commencé à travailler sur la cause émotionnelle de l'anémie, du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain parce que ça prend des années hein, de travailler sur, mais dans le sens où j'ai vraiment vu l'avant-après. Et là, ça fait plusieurs années que j'ai pas refait d'anémie, alors que les médecins ne savaient plus quoi faire avec moi. C'est bon. Donc voilà, un livre à lire, bref. Absolument. Un livre à avoir à fond sur soi. Si juste une seconde, j'aurais bien dit un tout petit mot Ah ouais, sur pardon. les relations pour, à mon sens, ce qui est hyper. Donc, bon, ce truc des bonhommes, moi, j'avoue que j'ai pas expérimenté parce que j'ai la chance de pas avoir de relations toxiques autour de moi, mais des difficultés dans mes relations, comme tout le monde, c'est évident. Je crois que ce qui est hyper important de rappeler, c'est bien sûr d'entretenir, enfin, de, d'apprendre à communiquer de façon apaisée, mais c'est surtout de poser ses limites dans les relations avec les autres et notamment avec ta partenaire, mais enfin, en tout cas d'avoir conscience de nos limites, que l'autre en ait conscience aussi, de clarifier les besoins de chacun, que ce soit pas voilà qu'on se dise jamais mais enfin c'est une évidence, je veux dire on se comporte pas comme ça, mais enfin on dit pas des choses comme ça va de soi, c'est évident. Non, il y a rien qui est évident, c'est hyper important de clarifier les choses et de prendre du recul sur ce qui se passe quand ça se produit et de se donner la chance d'ajuster, de faire des points réguliers et de savoir s'excuser, de réparer, de revenir sur les choses pour que les choses soient aussi fluides que possible. Et un autre point qui me semble important aussi de préciser, c'est apprendre à prendre la responsabilité de ce qui est entre nos mains, de notre pouvoir à nous, et se détacher autant que possible de ce qui n'est pas entre nos mains. La météo, c'est pas entre nos mains. Ce que pensent les autres, c'est pas entre nos mains. La réaction d'un tel, c'est pas entre nos mains. Il y a des choses qui ne sont pas entre nos mains. Donc, si on arrive à prendre un minimum de recul par rapport à ces choses-là,
il y a de fortes chances pour qu'on arrive à les vivre de façon beaucoup plus apaisée. Et je trouve que dans les relations avec les autres, et notamment dans les relations amoureuses, c'est hyper important. Ça s'appelle aussi l'indépendance émotionnelle. Ouais, Voilà, j'aurais peut-être pu le rajouter. yes. Et donc, on passe à la notion de performance. Go. Parce que c'est quand même notre objectif quand on est quand on mène une vie remplie, c'est d'essayer d'être performant. Bah, ça fait le lien avec ce qu'on disait au tout début, c'est d'être au taquet dans tout. J'ai vu un post sur Instagram d'une nana qui est hyper inspirante. Je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Astrid de Ballon, elle est hyper connue. Et elle disait ce matin, si vous voulez couler votre entreprise, et je trouve que ça s'applique vachement en couple aussi, eh ben, il suffit de d'oublier la dynamique dans laquelle vous étiez quand vous avez commencé. Et c'est vachement adapté au couple, je trouve. C'est sûr que quand on commence, on est plein de motivation, on est plein d'espoir, on est dans une dynamique de construction, on est dans une dynamique d'évolution constante. Et en fait, si avec le temps, ce truc, bah, il s'amoindrit, quoi. En fait, le soufflet, il retombe, le truc se fane. Et en fait, si on a envie de donner vie à ce qu'on fait et à ce qu'on vit, je crois que c'est hyper important de se rattacher au sens que ça a pour nous, pour pouvoir s'engager vraiment, pour pouvoir s'investir, pour pouvoir être constant dans ce qu'on fait. Et c'est clair que le désir, la passion, si on ne les cultive pas, bah, ça s'évapore tout simplement. C'est un peu, je sais plus où j'avais entendu ça qui m'avait marqué aussi, mais si tu veux qu'il y ait le feu dans ta relation, si tu veux qu'il y ait le feu dans ton entreprise, ben en fait, il y a pas de secret. Il faut frotter les pierres, en fait. Il faut être dans l'action tout le temps. Si tu t'arrêtes trop longtemps ou que tu prends les choses pour acquis, eh ben, il n'y a plus aucune chance d'avancer et d'être performant dans ce que tu fais. Ouais, totalement vrai. Totalement vrai. Et puis, par rapport à ça, j'avais envie aussi de vous partager le triangle de Karpman. Travaille déjà avec cet outil où on a déjà entendu parler? Vous pouvez utiliser la petite main ou le chat si vous voulez. Donc, voilà. Le triangle de Karpman, c'est en quelque sorte un modèle qui explique en fait trois rôles dans lesquels euh, trois rôles dans lesquels les acteurs d'une situation peuvent tomber. Alors, je vais donner en fait un exemple qui est assez connu. Je vais prendre l'exemple d'une femme parce qu'aujourd'hui, voilà, on est principalement des femmes. C'est par exemple une femme qui se retrouve toujours dans des relations toxiques. Peut-être parce que cette femme, en fait, a tendance à un passé où elle s'est retrouvée victime à un moment donné de sa vie. Ça peut être victime par un agresseur externe ou victime d'une situation ou victime d'une relation. Et en fait, inconsciemment, elle va se positionner dans un rôle de victime, mais pour pouvoir valider ce rôle de victime, elle va devoir trouver un persécuteur, un bourreau. Ce persécuteur, soit elle va le trouver dans sa vie amoureuse, donc du coup, elle va donner cette casquette-là à son compagnon, soit elle va donner cette casquette, par exemple, à son manager ou à un collègue ou autre. Et donc, forcément, elle va se retrouver dans une situation où elle sera mal, elle sera malheureuse, elle va peut-être pleurer ou elle va peut-être se sentir en fait, détruite dans sa confiance en elle et autres. Et donc, elle va chercher un sauveur pour l'aider en fait à remonter la pente. Et ce sauveur, bah, si justement elle a posé la casquette du bourreau auprès d'une personne au travail, elle va peut-être aller chercher un sauveur dans sa relation amoureuse. Ou à l'inverse, si c'est son compagnon qui porte la casquette du bourreau, elle va peut-être aller chercher en fait du réconfort au travail ou auprès d'une amie pour justement remonter la pente. Et en fait, le problème, c'est que il faut sortir de ce triangle de Karpman. Donc, c'est-à-dire que la femme doit se rendre compte qu'elle est dans une forme de victimisation et elle doit comprendre en fait d'où vient ce besoin de victimisation, à quel trauma s'est rattaché, à quelle blessure du passé s'est rattaché et qu'elle brise ce schéma pour justement ne plus être dans une forme de relation toxique, que ce soit dans sa vie amoureuse ou dans sa vie au travail. Moi, je l'ai personnellement vécu justement au travail où, de par mon passé, bah, j'avais tendance en fait à me victimiser. Et même, c'est encore quelque chose qui parfois me rattrape.
Où bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je suis tombée dans une relation toxique avec l'un de mes anciens managers. Et donc, mon copain jouait le rôle du sauveur, où il était là pour me protéger, pour m'aider. Et bien évidemment, lui aussi, bah, c'était cool pour lui parce qu'il était valorisé, il était mis sur un piédestal, il avait un vrai rôle. Mais en fait, le problème, c'est que cette casquette enfin qu'il porte, est parfois trop lourde aussi à assumer, en plus bah, de son peut-être son poste managérial, en plus de peut-être de la compétition sportive, en plus de son rôle de papa avec des enfants, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est d'identifier ça pour en sortir. Et après, l'idéal par la suite, c'est de voir ce triangle de Kerpen arriver et de ne pas tomber dedans. Donc, le voir arriver, de se dire, ouh là là, là, j'arrête, je mets les freins et je ne tombe pas dedans et je ne donne pas des rôles à ces personnes euh, pour éviter de me retrouver là-dedans. Ça se retrouve vachement en thérapie de couple. La plupart du temps, les couples qui arrivent, bon, ils sont dans un cercle vicieux. De toute façon, ils sont coincés, sinon on ne viendrait pas. Mais ils sont toujours prisonniers de leur rôle, dont en général, ils n'ont pas vraiment conscience. Typiquement, j'ai eu récemment une nana qui était malade. Enfin, elle avait des troubles du comportement alimentaire, elle avait des petits soucis psychiatriques diagnostiqués. Alors évidemment, on ne peut pas remettre ça en cause, mais à partir de là, en fait, elle était vraiment dans la relation, elle était vraiment bah, un peu la victime et lui le sauveur. Mais du coup, ça crée un déséquilibre total dans leur relation. Et bon, le bourreau, c'était plutôt ses parents à elle, hein, c'était plutôt son histoire familiale. En général, il faut remonter par là-bas. Mais en fait, il se complaisait dans cette dynamique-là. Et en fait, elle devenait euh, un peu la petite fille qu'il faut qu'on soigne. Et lui, il devenait un petit peu le papa sauveur. Donc, ils étaient dans un truc hyper malsain. Et ça met du temps. Moi, mon rôle, c'est de leur faire prendre conscience de ce schéma-là, de ce rôle-là dans lequel ils sont coincés, en fait, pour réussir à les en faire sortir sans forcément leur dire moi-même. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai il y a tout un tas de schémas comme ça qu'on retrouve assez fréquemment. Et à partir du moment où on arrive à prendre conscience, on a fait déjà une grosse partie du travail, mais pour ne pas, en fait, on a tendance à retomber dedans régulièrement parce que c'est tellement ancré que du coup, on prend conscience, on arrive à un peu s'extirper, un peu s'en sortir, et boum, on retombe dedans. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Bon, Ouais, mais c'est je important ce m'éloigne que tu de. dis. Non, mais c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a une phrase en anglais qui dit When you fail the test, you repeat the class. Donc, c'est un peu comme à l'école. Si tu passes pas ton année, on te dit Ah, bah, tu vas la refaire. Et la vie, c'est un petit peu comme ça. Si tu n'as pas compris à chaque fois le même examen, bah, on te dit Ah, bah, tu vas le refaire. Un peu ça, Jusqu'au ouais. jour où tu as enfin compris et tu peux passer à l'année suivante avec un autre test à passer. Peut-être que tu le passeras plus rapidement, mais de nouveau la même chose. Autre chose à tester et à comprendre. Tac. Trop Bon, bien, en tout bah, cas, trop merci bien. beaucoup pour votre écoute et votre présence. J'espère que ça vous a donné des éléments pour réfléchir, pour avancer de façon plus apaisée dans les différentes sphères de votre vie. C'était super, merci beaucoup. Merci à Avec plaisir. vous. Bye bye tout le monde, bonne soirée. Bye bye.